Emilia Koustova, bonjour. Vous êtes historienne, professeure d'histoire russe et soviétique à l'Université de Strasbourg et vous avez coécrit en 2024 Déportés pour l'éternité, survivre à l'exil stalinien avec Alain Blum, qui a été publié donc aux éditions de l'EHESS et aux éditions de l'INED. Est-ce que vous pourriez rapidement présenter l'ouvrage, je vous prie? Alors, c'est un livre sur lequel nous avons longuement travaillé. C'est un livre assez complexe par sa construction, par ses origines aussi, puisque tout a commencé avec un projet collectif de recueil d'entretiens avec les anciens déportés, donc un projet mené avec le soutien de l'ANR à la fin des années 2008, qui a permis de rassembler près de 200 entretiens avec les personnes qui ont été déportées d'Europe orientale et d'Europe centrale dans les années 1940, en fait, suite au pacte Molotov-Ribbentrop et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, nous avons continué avec Alain Blum de travailler sur cette thématique en nous concentrant davantage sur deux pays très frappés, très bouleversés par ces déportations, la Lituanie et l'Ukraine occidentale. Alors l'Ukraine occidentale qui avait fait partie de la Pologne sous le nom de la Pologne orientale et qui a été annexée par l'Union soviétique en 1939. Et au cours de ce travail, nous avons continué à explorer les entretiens avec les anciens déportés, qui sont une source de richesse et de force assez incroyable, puisque c'est l'humain, c'est la voix, c'est le témoin qu'on a face à nous. Et qui était encore là à la fin des années 2000, au début des années 2010. Beaucoup ne sont plus là aujourd'hui, puisque c'était déjà à l'époque des personnes âgées, mais leur voix reste. Elles peuvent toujours être écoutées sur le site qui a résulté de ce projet, donc, qui s'appelle Archives sonores Mémoire européenne du Goulag. Aujourd'hui, c'est une édition, une publication virtuelle électronique qui vit, voilà, qui continue. Et puis d'autre part, nous avons aussi beaucoup travaillé dans les archives lituaniennes, ukrainiennes, qui étaient alors pleinement accessibles et non pas sous les bombes comme c'est le cas aujourd'hui. Et aussi, à l'époque, donc dans les années 2010, il était encore possible de travailler dans les archives russes, ce que nous avons fait à Moscou, mais aussi à Irkoutsk, donc très loin en Sibérie, où nous avons pu consulter de très nombreux fonds relatifs à la vie de ces déportés une fois qu'ils sont arrivés dans leur exil sibérien. Et donc nous avons ensuite, en travaillant sur l'ouvrage, nous avons essayé d'articuler à la fois ces sources très différentes, puisque c'est vraiment, enfin, c'est la même histoire, mais qui est racontée depuis une perspective très différente, dans une optique très différente, que ce soit par ceux et celles qui l'ont vécu, qui en ont souffert, qui en portent encore des traces aujourd'hui, et d'autre part, c'est le regard de l'État répressif soviétique, qui passe par ses organes répressifs ou par les organes du parti et qui pose donc un regard très différent sur ces populations réprimées en masse. Et nous avons donc essayé dans notre livre de mêler ces différentes perspectives, ces différentes sources, ces différentes voies, échelles, pour proposer une histoire à la fois très humaine, très attentive à l'individu, aux particularités, au vécu, à la mémoire de ce vécu qui évidemment est très particulière selon les individus et les expériences, mais aussi tout en proposant une vaste synthèse du phénomène de déplacement de masse tel que pratiqué par l'État soviétique et aussi inscrit dans un panorama plus vaste encore de déplacement forcé de population en tant que pratique coloniale, répressive, qui a été aussi expérimentée par d'autres États. Donc vous avez parlé de la politique de déportation et l'annexion des territoires par le prisme de cette politique. Comment est-ce que le pacte Molotov-Ribbentrop, qui a été mis en place en 1939, a permis à encourager ou du moins à favoriser ces déplacements? Et comment l'URSS et la politique stalinienne, à cette époque, conçoit en fait les territoires proches et les perçoit? Est-ce que ce sont pour eux des territoires de convoitise ou tout simplement la Russie à part entière? Qu'est-ce qui se dessine dans cette histoire?
Alors, le pacte Molotov-Ribbentrop donc, est signé le 23 août 1939 par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne. Et c'est à la fois, disons, du point de vue soviétique, c'est à la fois le résultat d'une longue attente, on peut dire, et espoir nourri par Staline, et en même temps, c'est le résultat d'une conjoncture, voilà, où Staline profite de la situation pour, en fait, mettre la main sur les territoires qui avaient fait partie de l'Empire russe et qui ont retrouvé ou trouvé leur indépendance grâce à la Révolution et grâce à la Première Guerre mondiale, donc dans ce mouvement de démantèlement et implosion d'empire voilà, qui a lieu à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, enfin, pendant la Révolution et la guerre civile, les bolcheviks arrivent déjà à imposer leur ordre à une grande partie des territoires qui avaient fait partie de l'Empire russe, y compris des territoires qui avaient aspiré très fortement à une indépendance et qui ont même tenté cette indépendance, comme c'est le cas de l'Ukraine, par exemple, ou de la Géorgie, ou d'autres États, mais qui donc retombent sous le contrôle soviétique dès le début des années 1920. Et puis vient le tour, à partir de 1939, de ces territoires occidentaux qui ont pu vivre pendant 20 ans une indépendance pour les États baltes, par exemple, ou bien ont été intégrés dans d'autres États, comme c'est le cas de l'Ukraine occidentale et de la Biélorussie occidentale, intégrés donc dans la Pologne élargie. Et alors, maintenant que ces pays sont reconnus par Hitler comme relevant de la zone d'influence soviétique, Staline va opérer leur annexion et leur occupation, mais en plusieurs étapes, en optant à chaque fois pour une méthode différente. Dans le cas de la Pologne orientale, il envoie les troupes soviétiques dès septembre 1939, donc face à l'invasion allemande de ces territoires. Il envoie les troupes sous prétexte de, entre guillemets, défendre les populations ukrainiennes et biélorusses de ces territoires. Et donc, il y a une occupation directe, puis une soviétisation qui commence rapidement. Pour les États baltes, il procède par imposer d'abord la présence des troupes soviétiques, des garnisons soviétiques sur leur territoire, et puis leur annexion en 1940 suite à des élections parfaitement truquées. Voilà. Et c'est là, donc, dans les deux cas, 39 et 40, Pologne orientale et Pays baltes, Staline va utiliser la technique qui a déjà été expérimentée essentiellement par lui-même, même avant lui par les bolcheviks, y compris sous le gouvernement de Lénine, donc la technique de déplacement forcé de population. Donc, il s'agit d'opérations répressives de masse qui déplacent des familles entières, souvent les envoyant à des milliers de kilomètres de leur maison pour vivre et travailler dans des conditions extrêmement difficiles, dans des régions inhospitalières du Grand Nord russe, de l'Oural, de la Sibérie. Cette technique, qui est déjà expérimentée vers 1920, dans le cadre à l'issue de la guerre civile, ensuite, elle va être largement utilisée par Staline dans le cadre de la collectivisation de l'agriculture soviétique au début des années 30, et puis à nouveau réutilisée dans le cadre des opérations qui, elles, visent des ethnies particulières, comme c'est le cas des Coréens, par exemple, vivant dans l'Extrême-Orient en 1937, ou encore dans le cas des minorités polonaises, iraniennes ou autres vivant le long des frontières soviétiques. Et donc, quand les territoires occidentaux sont annexés par l'Union soviétique, Staline va réutiliser cette technique qui a déjà été rodée, on peut dire, pour essayer de soviétiser, pour soumettre dans des délais très courts, puisqu'on est au début de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde s'attend à l'élargissement du conflit, et donc il va chercher à utiliser cette technique pour soviétiser
très rapidement ces pays. Et ça va être fait donc d'abord dans les territoires de la Pologne orientale, puis dans les pays baltes en juin 1941. Et puis, reprise de cette même technique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où un défi supplémentaire s'ajoute, c'est le mouvement de résistance qui s'élargit en Lituanie et en Ukraine occidentale. Donc une résistance armée, nationale, nationaliste, qui lutte contre la soviétisation justement et contre laquelle différentes techniques vont être utilisées, dont le déplacement de masse des populations. Vous mentionniez justement donc les archives qui ont largement contribué à ce travail massif et à l'écriture de votre livre, les archives sonores de la mémoire européenne du Goulag notamment. Pourriez-vous nous dire comment ces archives font vivre en fait une partie de l'histoire qui est restée dans l'ombre, notamment dans l'ombre des déportations des Koulaks vers le Goulag? Est-ce qu'on peut parler d'histoire oubliée ou d'histoire de l'ombre? Alors, c'est une histoire, cette histoire des déportations de masse visant les territoires occidentaux. C'est une histoire qui a une mémoire très différente selon les pays, en fait, qui n'a pas du tout la même place selon les pays. Si on parle des pays baltes, c'est une mémoire qui est absolument centrale pour les pays baltes d'aujourd'hui. Elle a été très importante déjà à l'époque des faits, donc ça a très profondément marqué, martyrisé ces pays, ces sociétés. Et aujourd'hui, la mémoire des déportations, elle est le véritable pilier de leur mémoire nationale. En Ukraine, la situation est particulière puisque ces déportations ont frappé une partie du territoire ukrainien, donc l'Ukraine occidentale, tandis que en Ukraine, sur le reste du territoire ukrainien, c'est plutôt le Holodomor, donc la famine et l'extermination par la famine, qui est vraiment l'immense tragédie qui vit, dont la mémoire est absolument structurante et essentielle. Alors, quant à la Russie, encore, en Russie, la mémoire de ces déportations est très certainement marginale, mais c'est aussi le cas, je pense, des déportations qui ont accompagné la collectivisation de l'agriculture, puisqu'il s'agissait de populations paysannes qui, par définition, heu, dans beaucoup de pays, laissent moins de mémoire articulée, écrite, institutionnalisée. Heu et puis, heu et puis en Russie, il y a la mémoire de la Grande Terreur, de la guerre, bien sûr, qui met beaucoup de choses, qui marginalise beaucoup de choses puisque c'est en quelque sorte cette expérience, meurtrière de la Seconde Guerre mondiale, pour l'ensemble de l'Union soviétique et pour la Russie, c'est vraiment quelque chose qui écrase et la mémoire d'autres drames, d'autres tragédies et ce d'autant plus que depuis les années 60, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est utilisée en URSS puis en Russie, comme une sorte d'excuse et de paravent pour cacher tous les crimes, toutes les répressions, dont l'auteur a été l'État soviétique lui-même. Alors maintenant, pour ce qui est des archives, donc les archives, sonores, mémoire européenne du Goulag, sont extrêmement importantes, d'après moi, puisque ces archives rendent justement possible l'accès, y compris pour voilà, un public francophone ou anglophone, l'accès à cette mémoire vivante qui est donc très importante pour les pays d'Europe orientale, d'Europe centrale. Et ces archives permettent d'accéder aux entretiens, d'accéder aussi aux analyses livrées par les historiens et aussi de sortir en fait cette mémoire de ces cadres nationaux pour montrer que c'est quelque chose que partagent un grand nombre de pays européens qui ont été donc touchés à différentes échelles par les répressions staliniennes.
Et donc, au regard justement de ces archives diverses, donc les correspondances d'une part et les archives orales qui en fait ont été réalisées dans le temps, vu qu'il s'agit de plusieurs entretiens, je voulais vous interroger sur la spécificité des archives orales et notamment sur l'impact du temps au regard du témoignage. Est-ce qu'on saisit une différence sur un témoignage qui est plutôt ancien et sur un témoignage qui est venu par la suite plus proche du coup des années 2000? Est-ce qu'il y a vraiment un effet du temps sur ces discours et sur ces récits? Alors évidemment, les témoignages oraux auxquels on accède aujourd'hui et qu'on essaie de recueillir aujourd'hui, ces témoignages sont marqués par le temps écoulé. Ce temps, c'est en quelque sorte, déposé sur le témoignage, sur le récit, sur la voix du témoin, de multiples façons. Il y a d'une part, le fait que, même quand la déportation est racontée comme vraiment un épisode marquant, traumatique, très particulier, cet épisode s'inscrit, dans la vie entière de l'individu qui raconte la déportation. Donc, nécessairement, ça apparaît comme quelque chose qui est souvent le début de tout un cheminement, donc un cheminement à la fois de la vie humaine mais aussi géographique, puisque beaucoup de témoins sont rentrés ensuite dans leur pays d'origine. Donc, il y a aussi cette perspective-là qui s'ajoute. Il y a bien sûr aussi donc il y a l'influence. Bon, je ne vais pas m'arrêter peut-être sur la question de l'oubli. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus qui, justement, montre comment fonctionne la mémoire humaine en mettant certaines choses de côté, en les faisant oublier, en poussant les taire peut-être. On peut penser par exemple à la question de violence sexuelle, qui est quasiment absente dans les 200 témoignages que nous avons recueillis, alors qu'on peut voilà, se demander si le phénomène n'a pas été beaucoup plus présent. Voilà, il y a tout cela. Il y a aussi bien sûr une influence importante des récits collectifs qui se sont construits à des moments différents, selon des temporalités différentes, selon les pays, selon les sociétés. Donc, comme je l'ai évoqué, dans les pays baltes, la mémoire des déportations, elle a été présente en cachette pendant tout le XXe siècle, puisque il y avait par exemple les diasporas pour entretenir cette mémoire, pour essayer de reconstituer sur le chaud l'histoire de la déportation. Donc les diasporas qui vivaient aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, voilà, et qui ont publié par exemple des récits, des témoignages, des histoires, des reportages sur ce phénomène encore avant la fin de l'Union soviétique. À l'intérieur même des sociétés baltes, il y a eu des tentatives de faire vivre cette mémoire et de diffuser l'information sous forme, par exemple, de témoignages publiés en ce qu'on appelle, dans la tradition russe, on appelle tamizdat, samizdat, donc publication à l'étranger qu'on fait rentrer de façon clandestine en URSS ou bien publiée de façon clandestine sur le territoire soviétique. Donc, et puis surtout, il y avait cette présence très forte dans les familles, puisque en Lituanie, par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas de famille qui n'ait pas été frappée directement ou moins directement par les déportations. Donc tout cela était bien présent. Et au moment de la perestroïka, à la fin des années 80, ça est devenu donc une sorte de moteur de la lutte pour l'indépendance balte. Donc, lituanienne, lettonne, estonienne. Et donc ça s'est constitué à un récit collectif auquel et donc les anciens déportés ont très activement participé à la construction de ce récit. Ils ont beaucoup témoigné, ils ont beaucoup écrit, ils sont beaucoup intervenus publiquement. Et on peut dire que dans les années 90, on a vu se construire voilà, ce récit presque canonique de la déportation, qui bien sûr, enfin si ce récit vient des déportés, d'anciens déportés, il influence en même temps les mémoires et les témoignages de ceux qui soit participent à la construction de ce récit, soit qui témoignent, mais à une échelle beaucoup plus modeste, dans un cadre peut-être familial ou voilà, un cadre très proche, et qui vont donc intégrer
les thèmes très présents dans le récit collectif, ils vont aussi chercher ils vont réfléchir à ces sujets-là et ils vont les intégrer dans leur propre récit. Et bien entendu, nous qui arrivons encore 10 ou 15 ans plus tard, ou 20 ans après, nous, nous écoutons ces récits où beaucoup de choses s'entremêlent, les échos des récits collectifs, les échos et les silences, et puis les expériences personnelles. Et alors c'est très intéressant, c'est aussi très difficile à démêler, et puis on n'est pas là pour déconstruire le récit, on est là pour l'écouter et et se montrer attentif à tout ce qui est particulier, individuel, personnel. Et donc c'est aussi cela que nous avons cherché à raconter dans ce livre, qui bien sûr reprend et revient sur beaucoup de thèmes qui sont très présents dans les récits collectifs, comme voilà, le récit du voyage, par exemple, qui est vraiment un épisode très fort, présent dans tous les témoignages. Donc ce train où les déportés sont entassés, où ils souffrent de soif, de faim, de promiscuité, d'humiliation. Ça, c'est très, très présent partout. On s'arrête longuement là-dessus, mais en même temps, on cherche aussi à tirer des fils beaucoup plus discrets qui tissent ces récits, mais qui n'ont peut-être pas été tellement mis en avant, parce que aussi ces fils, je dirais qu'ils ajoutaient de la complexité à ces récits, là où, partout, dans tous les pays, les récits collectifs tendent à voilà, une sorte, oui, enfin, je n'ai pas envie de dire simplification, mais oui, dans un certain sens, unification, simplification aussi. Donc comme vous le disiez, les déportés sont du coup déportés vers la mer du Laptev, donc ces villages spéciaux, la taïga sibérienne, les steppes de l'Asie centrale. Des familles sont déchirées et s'ensuit une correspondance donc, entre les familles qui sont restées sur leur terre et souvent les pères en fait déportés. Que dit cette correspondance également? Est-ce qu'on saisit de la pudeur? Est-ce qu'on saisit du secret? Ou est-ce qu'à contrario, on saisit également une parole en fait qui est dans cachée? Alors nous avons effectivement essayé d'ajouter donc une sorte de couche supplémentaire à ces sources, variées que nous avons utilisées. Et cette autre catégorie de sources et de documents, ce sont des lettres. Ce sont des lettres de 2 natures. Il y a d'une part, la correspondance engagée avec les proches, que ces proches soient restés dans leurs pays d'origine, donc devenus républiques soviétiques, ou qu'il s'agisse des pères, par exemple, qui, eux, pour beaucoup, ont été envoyés dans les camps du Goulag. Donc parfois, on a des correspondances qui sont triangulaires, voire plus complexes encore, entre, voilà, par exemple, les tantes, les oncles restés en Ukraine occidentale, le père dans un camp du Goulag, quelque part en Sibérie, et la mère avec les enfants qui essaie de survivre dans dans un village sibérien, encore à 1000 kilomètres du camp du père. Donc, ce sont évidemment ces correspondances-là sont, elles sont, enfin, leurs traces, les traces de ces correspondances, on les retrouve un peu partout, mais ce sont souvent des traces très discrètes. Bon, à nouveau, selon les pays, par exemple, dans les pays baltes, il y a eu un effort de collecte de ces documents. Donc, on les trouve dans les musées. Il y a ainsi, par exemple, un formidable musée de Tukums, en Lettonie, qui dispose d'une riche collection de lettres écrites sur des écorces de bouleau. Donc en fait, au début, ça commence, les déportés et les détenus du Goulag commencent à utiliser les écorces de bouleau parce qu'ils n'ont pas de papier. Et ensuite, ça devient une sorte de pratique culturelle qui est aussi en soi une façon de témoigner de la déportation. Et donc, même dans les années 50, même quand il y a déjà du papier, il y a certains déportés qui choisissent d'utiliser les écorces de bouleau pour envoyer une lettre à leurs proches, pour laisser ainsi
une trace, un souvenir de leur vie en exil. Donc là, et donc par ailleurs, on trouve aussi des lettres dans des familles, y compris en Russie. On a eu comme ça, quelques rencontres et trouvailles extrêmement émotionnellement très fortes pour nous les chercheurs. Quand par exemple, nous avons, rencontré en Sibérie une ancienne déportée. En fait, c'est une Lituanienne qui avait participé à la résistance lituanienne, qui a été emprisonnée. Ensuite, à la sortie du camp, elle a été envoyée en exil, donc où elle a rejoint sa famille. Et elle menait à ce moment-là une correspondance avec son amoureux, un autre Lituanien emprisonné qui se trouvait dans la Kolyma, dans un camp. Et elle a gardé les lettres de son amoureux. Et elle nous les a, à un moment donné, pendant l'entretien, elle les a sorties. Et c'était un moment évidemment extrêmement fort où voilà, c'est tout cet univers, concentrationnaire soviétique qui surgissait à travers une personne très âgée, voilà, qui nous faisait, qui partageait avec nous, quelque chose de très profond, de très fort. Et puis, d'autre part, et donc évidemment cette correspondance, elle est surveillée de près. On a aussi travaillé avec les archives policières, qui racontent, les résultats du contrôle postal, donc une censure en fait, un contrôle postal qui consiste à ouvrir discrètement les lettres des déportés ou des détenus, à les lire et si elles sont considérées comme, inoffensives, on referme l'enveloppe et on envoie la lettre. Sinon, on confisque la lettre et parfois on ouvre des enquêtes policières. Voilà, donc évidemment, cette correspondance doit rester discrète. Et on sait, on le raconte dans le livre, que les déportés et les détenus du goulag ont recours à différentes techniques. Soit ils utilisent des allusions, ou parfois ils cherchent à inventer même des sortes de codes pour en parler. Par exemple, comme ce détenu qui dit qu'il va peut-être bientôt bénéficier d'un congé. Et nous, on suppose qu'il fait allusion à son projet d'essayer de fuir, en fait, parce qu'il n'y a pas de congé hein, dans les camps du goulag. Voilà. Et puis, d'autre part, un autre corpus de sources que finalement nous avons beaucoup utilisé, et ça a été une surprise pour nous, ça ne faisait pas partie de notre projet, c'est juste qu'en travaillant dans les archives en Lituanie, nous avons constaté une présence massive dans les dossiers de ces déportés, dossiers constitués par famille. On a découvert une présence massive de requêtes envoyées par les déportés aux autorités soviétiques, souvent aux autorités du plus haut niveau, à Moscou, au Kremlin, où les déportés demandaient à être libérés ou bien à être autorisés de rentrer dans leur ville ou village d'origine, ou encore ceux qui cherchaient à récupérer leurs biens confisqués au moment de la déportation. Et c'est une source très riche, puisque c'est une source euh, produite au moment des faits par les déportés eux-mêmes, ou bien sûr, ils vont utiliser aussi différentes techniques rhétoriques pour essayer de convaincre les autorités, mais ce n'est pas juste de la rhétorique, il y a des récits de vie souvent extrêmement dramatiques, qu'on voit se déployer à travers ces sources. Et il y a aussi tout ce qui suit, c'est-à-dire la façon dont ces requêtes, ces lettres sont traitées par l'administration soviétique. Et ce traitement, il est visible à travers la matérialité de ces lettres, puisque il y a des marques au crayon rouge, parfois différents crayons. Donc on voit que différentes personnes ont lu les lettres. Et comme ces lettres font partie des dossiers de famille, on peut deviner ou comprendre l'effet que ces lettres pouvaient avoir ou ne pas avoir sur la décision de déporter, enfin sur la décision d'accéder à la demande des déportés. Il y a tout un chapitre du livre qui s'intéresse à la vie des déportés durant l'exil, à leur adaptation au quotidien, aux pratiques et voilà, à cette tentative de reconstruire une vie ailleurs ou du moins de construire une survie ailleurs. Est-ce que vous pouvez me parler de la culture de ces déportés
du coup, ne sont plus chez eux, ne sont pas non plus dans un ailleurs promis et qui doivent se situer dans une identité plurielle et dans une situation extrêmement complexe, aussi bien géographique que spatiale. Alors, là, vous avez tout à fait raison de parler à la fois de la vie, reconstruire une vie, mais avant tout de survivre. Et donc dans un premier temps, de la déportation, donc les premiers mois, voire premières années, de l'exil, il s'agit pour les déportés, avant tout juste de survivre physiquement. Mais déjà, dès ce moment-là, on sait que, certaines pratiques culturelles, sont maintenues et elles apparaissent, notamment dans les récits, comme étant très importantes pour survivre psychologiquement. Donc, quelles sont ces pratiques culturelles? Le maintien de la langue nationale, la langue maternelle dans les familles ukrainiennes ou lituaniennes ou estoniennes, et cetera. Donc la pratique de la langue qui, selon les endroits, selon les moments, a pu être, contrainte. Par exemple, langue parlée uniquement à la maison, et interdiction d'utiliser la langue nationale dans les lieux publics, ou bien ailleurs, on sait que visiblement, il n'y avait pas cette contrainte, donc il y avait plus de possibilités. Donc, langue maternelle maintenue autant que possible, transmise aux enfants, y compris dans certains cas, grâce à l'organisation d'écoles du dimanche improvisées, informelles. On a comme ça par exemple, enfin, on a plusieurs témoignages, dont un particulièrement détaillé, d'une ancienne déportée lituanienne, qui raconte comment sa maman, qui était une institutrice, comment elle a organisé une sorte de petite école informelle pour les enfants lituaniens, pour leur apprendre non seulement à parler la langue, mais aussi leur apprendre la poésie, les chansons, les danses, leur apprendre à lire en lituanien. Donc ça a été très important et ça a bien sûr contribué au maintien des identités nationales, y compris chez les enfants déportés tout petits et qui ont dû aller étudier dans les écoles russes. Donc tout l'enseignement officiel se faisait dans la langue russe par les instituteurs soviétiques. Et bien entendu, l'école a constitué une sorte de canal de transmission de valeurs et de l'identité soviétique très important. Et on a des témoignages très intéressants d'un certain nombre de déportés qui ont connu l'exil étant très jeunes et qui, par la suite, ont réfléchi, nous ont livré leurs réflexions à propos de cette cohabitation très surprenante de l'éducation à la soviétique, parfaitement intégrée, avec l'expérience répressive dont ont été marquées leurs familles et qui reste très présente dans leur vie, à travers, par exemple, enfin, pour un témoin auquel je pense, à travers l'absence du père qui a été arrêté et puis fusillé. Voilà. Mais en même temps, il y a cet apprentissage de faire soviétique ou d'être soviétique qui est bien présent et qui ensuite va pour beaucoup être remis en question au moment de la perestroïka et au moment où vont démarrer les mouvements pour l'indépendance nationale dans ces différentes républiques à l'époque, baltes ou Ukraine, et où donc voilà une sorte une nouvelle réflexion et une distanciation par rapport à l'expérience individuelle de soviétisation va être lancée. Et à partir de la mort de Staline, donc de la période du dégel, qui se déroule de 1954 jusqu'à 1965 sensiblement, un retour dans les terres opère progressivement, petit à petit, avec donc des requêtes administratives, mais aussi des pratiques plus clandestines. Comment s'opère ce changement et que constate-t-on au regard de ces retours et du coup, de cette nouvelle migration et de cette... Alors effectivement, le début du dégel, enfin le dégel est une politique de déstalinisation très contradictoire, très
lacunaire, très hésitante, très hypocrite aussi, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de démanteler le goulag, et le système de villages spéciaux, sans vraiment reconnaître, la responsabilité soviétique dans ces immenses tragédies. Et les déportés en savent quelque chose, donc de cette hypocrisie et de cette, nature très contradictoire, de la déstalinisation khrouchtchevienne, puisque, très de façon assez surprenante, c'est eux qui doivent finalement peut-être souvent patienter, plus longtemps que les détenus du goulag, puisque donc, dans le cas des camps, il y a des libérations massives, qui ont lieu notamment en 1956, mais ça commence avant, ça se prolonge. Quant aux déportés spéciaux, donc qui vivent par famille dans les villages spéciaux, ces déportés, les déportés baltes et les déportés ukrainiens, doivent souvent attendre plutôt la fin des années 50 pour que des décrets soient signés permettant leur libération massive, donc par catégorie. Tout comme ils ont été déportés par catégorie, ils sont libérés à partir de la fin des années 50 par catégorie et en masse. Mais justement, ce qu'on a découvert en travaillant dans les archives en Lituanie, et puis ça s'est confirmé aussi sur le sol ukrainien, c'est que beaucoup de déportés n'ont pas attendu encore 4 ou 5 ans pour être libérés, surtout qu'ils ne savaient pas que ces décrets allaient être signés en 58 notamment. Et ils ont commencé donc très tôt à bombarder les autorités soviétiques de requêtes en demandant d'être libérés individuellement, famille par famille, individu ou parfois individu par individu. Et finalement, dans le cas des déportés lituaniens, un grand nombre de ces requêtes ont été satisfaites. Donc, ils ont été libérés et pour certains autorisés à rentrer dans leur république d'origine, donc en Lituanie. Ce qui n'était pas automatique. En fait, les décrets de masse, signés à la fin des années 50, libèrent collectivement, mais n'autorisent pas les Baltes ou les Ukrainiens à rentrer chez eux. Donc il y a aussi toute une lutte de la part de ces déportés pour obtenir, même s'ils ont été libérés, pour obtenir le droit de rentrer chez eux. Et donc tout cela, ça passe par les requêtes. Il faut donc beaucoup obtiennent ce droit, mais il faut comprendre que même une fois qu'ils ont été libérés et autorisés à rentrer chez eux, c'est tout un cheminement, c'est toute une lutte qui les attend et c'est souvent très difficile. Ce qui explique d'ailleurs qu'une petite partie des déportés n'est jamais rentrée parce que c'était trop difficile. Pourquoi? Parce que tout est à leurs frais. Donc, il faut une deuxième fois abandonner leur maison qu'ils ont, pour certains, reconstruit très difficilement en exil. On parle souvent des populations paysannes qui n'ont pas juste un logement, ils ont aussi leur lopin, parfois leur cochon, parfois une vache, leur potager, etc. Donc en fait, il faut tout abandonner ou vendre à bas prix et partir avec leurs enfants, leurs personnes âgées, partir se réinstaller dans leur république ou leur région d'origine où ils sont à la fois attendus par leurs proches, mais aussi extrêmement redoutés par les autorités locales et par une partie de la société locale, notamment par tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à leur déportation, ou bien qui, sans avoir été mêlés à la déportation, ont accepté de participer à la mise en place de l'ordre soviétique dans ces pays. Et donc on voit, et c'est pour ça qu'on en parle dans le livre, puisque c'est un sujet qui reste mal connu. On sait à quel point il a été difficile pour les anciens déportés d'obtenir un logement, d'obtenir un travail, de se réinsérer. On devinait aussi, sans pouvoir souvent l'expliciter, on devinait aussi les discriminations non dites dont ils faisaient l'objet, mais il n'y a quasiment pas eu de travaux, ou pas eu de travaux du tout, portant sur toutes les tensions qui émergent
avec le retour des déportés. Et ça, on le voit notamment en Ukraine occidentale, où les autorités de tous les niveaux, les autorités soviétiques, dans les années 50-60, font tout pour empêcher les déportés, les anciens déportés, de rentrer chez eux, parce que on a peur de voir ressurgir la résistance. Donc les autorités redoutent des conflits autour de la propriété, qui sont très nombreux, et ainsi de suite. Donc, on a mentionné la période du dégel, qui est une temporalité spécifique. Il y a toute une problématique en fait de la temporalité dans cette histoire qui est extrêmement complexe parce qu'on parle de l'avant-Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, pendant l'URSS et ensuite la période de dégel qui conduit jusqu'à la fin et jusqu'au démantèlement de l'URSS. Donc il y a un état administratif qui évolue dans le temps également. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le pouvoir policier, la violence d'État et toute cette histoire de la violence qui constitue aussi une partie du livre et une partie de cette politique d'annexion? Alors nous, effectivement, la violence de l'État, c'est vraiment au cœur à la fois de notre livre et avant tout au cœur de l'histoire des déportations, puisque les déportations de masse staliniennes, c'est une forme de violence d'État. C'est une forme qui a donc été institutionnalisée par le régime stalinien et qui a vraiment travailler l'élaboration et le rodage de cette technique de violence d'État. Mais c'est aussi, donc, évidemment, c'est très important, mais nous avons essayé d'analyser et de décrire cette violence, euh, non seulement sur un niveau macro, donc à travers l'analyse des décisions prises à Moscou, retransmises à Kiev ou à Vilnius, etc., etc., mais nous avons aussi cherché à descendre en fait très bas dans l'épaisseur politique, policière, sociale, pour voir comment cette violence est exercée localement, avec donc évidemment avec comme principal acteur les organes répressifs soviétiques, mais aussi ces organes répressifs qui s'appuient sur tout un réseau d'administrations civiles qui, a priori, n'ont pas de vocation répressive, mais qui se retrouvent impliqués dans l'exercice de cette violence d'État, parce qu'il s'agit, par exemple, de d'identifier les familles susceptibles d'être déportées. Et là, c'est l'administration civile qui est impliquée, sans qu'on lui explique nécessairement à quoi vont servir les résultats de son travail, mais on va par exemple utiliser les cadastres, on va utiliser les informations fiscales, etc. Et donc en fait, c'est tout l'appareil soviétique, y compris donc l'administration civile, qui se retrouve finalement dans le rôle d'un rouage de la violence étatique stalinienne. Vous disiez très justement que la macro-histoire était présente dans le livre et également la micro-histoire. À travers cette parole, à travers ces archives, ces sources et ces témoignages, on lit l'histoire des déportés par les déportés. Est-ce que vous pourriez dire que ce livre met en place l'agentivité des témoins, l'agentivité des individus directement et leur redonne la parole pour faire une histoire par le bas? Tout à fait, cette notion d'agentivité a été vraiment centrale dans notre travail et nous la comprenons doublement. D'une part, il s'agissait de permettre aux personnes qui ont subi la déportation de participer de façon active à l'écriture de l'histoire de cette déportation. Donc la parole des témoins a été essentielle. Elle a été au début de notre projet, elle nous a accompagnés tout au long de ce projet et nous avons vraiment essayé de nous montrer très attentifs et sensibles à leurs paroles pour qu'ils puissent être agentifs dans la construction de cette histoire. Mais en même temps, il nous a semblé important nous avons en fait été frappés aussi à quel point tous ces hommes, ces femmes, ces enfants ont été aussi acteurs de leur histoire, dans le sens où, bien entendu, ils ont été avant tout des victimes
des répressions staliniennes. Donc ils n'ont absolument pas choisi, mais ils n'ont pas fait que subir ces répressions. Ils ont, tout au long de leur déportation, de leur exil, de leur sortie d'exil, ils se sont montrés actifs, inventifs, dans leur volonté de survivre, d'aider leurs proches à survivre, d'aider leurs enfants à grandir et à accéder à l'éducation, par exemple. Ils ont été extrêmement donc, actifs et inventifs en envoyant des requêtes, en tissant des liens, en conservant les liens avec leurs proches restés dans leur pays d'origine, ou encore en tissant des liens sur place, dans l'exil. Voilà, moi je suis à chaque fois frappée justement en écoutant les témoignages ou en lisant les mémoires d'anciens déportés, je suis frappée par toute le dévouement et tous les efforts fournis, notamment par les mères, parce que souvent les pères sont dans les camps, toutes ces mères qui se sont battues pour que leurs enfants aillent à l'école. C'est assez incroyable comment il y a cette volonté de dépasser le statut de la famille discriminée, réprimée, rejetée, suspecte, pour donner une chance aux enfants au moins. Et vraiment, je pense que enfin, peut-être qu'on ne l'a pas dit assez, mais cette abnégation des femmes, elle est assez incroyable. Et on le voit aussi avec évidemment les hommes, les enfants. Donc les déportés ont été aussi, enfin ils ont eu leur agentivité, ils l'ont démontré et exécuté à tout moment de l'exil. Pour finir, je voulais vous poser une dernière question. Le livre s'appelle Déportés pour l'éternité. C'est un titre qui est fort, mais c'est un titre qui a une histoire aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce titre, s'il vous plaît? Oui, effectivement, c'est un titre on aimerait qu'il surprenne, puisque voilà, qu'est-ce que c'est qu'être déporté pour l'éternité? D'autant plus qu'ensuite, on dit qu'il s'agit de survivre et on met un cadre chronologique 39-91. Et en fait, le début de ce titre, c'est une citation, ça nous vient. Enfin, c'est une double citation. C'est une citation d'une part d'un décret soviétique qui, à la fin des années 40, dit que donc toutes ces populations baltes et ukrainiennes déportées dans les années 44 jusqu'en 48-49, elles ont été déportées sans que la durée de leur exil soit précisée initialement. Et donc, à un moment donné, un décret est signé en disant qu'ils ont été déportés pour l'éternité. Enfin, peut-être c'est une traduction qui n'est pas parfaite d'une expression russe qui, en russe, c'est «вечная ссылка» или «ссыльные навечно». Et alors donc il n'y a pas de limitation. Ils sont là pour mourir en exil. Et a priori leurs enfants aussi, etc. Et mais c'est une double citation, puisque nous avons recueilli aussi le témoignage de quelqu'un de très intéressant, donc quelqu'un qui a été déporté alors qu'il était enfant, un enfant né en Moldavie, et ensuite il est devenu un très grand spécialiste du cinéma contemporain, voilà. Et donc ce Naum Kleiman nous a raconté comment une scène dont il a été témoin enfant, donc à leur arrivée dans le lieu qui allait devenir leur lieu d'exil, au moment où on les a fait descendre d'un bateau, d'une péniche qui les a transportés sur un fleuve sibérien, on les fait descendre, c'est plusieurs dizaines de déportés moldaves qui sont complètement voilà, affolés, perdus, inquiets, puis on les rassemble et il y a un représentant du ministère de l'Intérieur soviétique qui se présente à eux et qui leur explique que donc ils sont là pour y rester, parce que c'est un exil pour l'éternité. Et à ce moment-là, une femme âgée présente dans ce groupe se met à rire. Et tout le monde autour pense qu'en fait, elle a une sorte de moment de fou rire
parce que, enfin, une sorte de, voilà, une crise d'hystérie qui s'expliquerait par l'épuisement, par la peur, par le choc. Mais une fois que le commandant, donc cet officier du ministère de l'Intérieur a terminé son discours et est parti, d'autres déportés viennent la voir pour la calmer. Et puis elle explique qu'en fait, c'est en quelque sorte, c'est pas un moment de choc, c'est juste que elle rit parce que l'idée que le gouvernement soviétique prétende maîtriser l'éternité lui semble très drôle et absurde. Et en fait, cette femme tire de cette expression-là elle y trouve une source d'espoir pour dire mais personne ne peut maîtriser l'éternité. Donc ça veut dire que on ne restera probablement pas pour toujours ici. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va, voilà, qui va nous sortir de là. Donc ça devient ce qui sonnait pour beaucoup comme une sorte de condamnation ultime, devient là une source d'espoir. Et c'est pour cela que nous l'avons choisi pour intituler ce livre. Ça nous semblait une très belle métaphore de toute cette histoire extrêmement violente, mais où les gens, les personnes ordinaires, ont gardé l'espoir, se sont battus, se sont montrés agentifs et extrêmement forts face à un État absolument impitoyable. Merci beaucoup, Emilia Kustova. Donc, pour rappel, votre livre que vous avez coécrit avec Alain Blum est disponible en librairie ou en ligne, publié par les éditions de l'EHESS et de l'INED. Et vous serez présente au Festival de l'Histoire à venir le week-end du 17 mai pour en discuter avec le public le plus large possible. Merci beaucoup. Merci à vous.